Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 63 du podcast Les Petits Plus Zen. Aujourd'hui, répartition des tâches dans le couple parental. Ce sujet, je ne l'ai pas abordé avant parce qu'il ne me paraissait pas encore très pertinent dans la progression des épisodes, mais vous avez vu que par petites touches, j'ai commencé à parler de communication dans le couple, de s'accorder chacun du temps pour soi, et donc que pour s'accorder du temps pour soi, comme dans l'épisode de la semaine dernière, le 62, eh bien la coordination et la logistique de la maison allait être vraiment très essentielle. Donc si vous avez la chance de vivre en couple, d'avoir un coparent à la maison pour pouvoir vous épauler, ça va être bien plus facile évidemment d'appréhender cette répartition des tâches domestiques, des tâches autour des enfants, peut-être même de planifier et d'avoir un emploi du temps très stable, alors que si vous êtes en famille monoparentale, que vous soyez maman ou papa, c'est bien plus difficile à installer. Et quand j'étais enseignante, avant le dispositif des moins de 3 ans, j'avais pas vraiment ce recul de la difficulté des mères à communiquer sur la répartition des tâches du couple, tout simplement parce que j'avais beaucoup d'amis autour de moi qui n'avaient pas encore d'enfants, donc avec lesquels je ne parlais pas spécialement de ça. Et moi-même, ma grande fille, j'étais seule avec elle à la maison, donc la question de la répartition des tâches ne se posait pas. J'étais la seule adulte à coordonner à la fois l'entretien de la maison, la gestion de ma petite, la gestion des rendez-vous, de l'administratif et tout ça. Donc je ne me posais pas autant de questions, j'étais la seule adulte référente. Son papa venait très peu, il prenait très peu de choses en charge, donc je ne me posais pas cette question de la répartition. Et dans le dispositif des moins de 3 ans, le fait de discuter avec les mamans et les papas en individuel pendant les entretiens m'a permis de comprendre que certaines fois, ils faisaient à la place du coparent en se disant que ça allait beaucoup plus vite, en se disant que ça évitait les frictions, en évitant d'affronter la communication, la répartition et tout ça. Et je me suis dit qu'un jour j'allais quand même creuser ce système et pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de les appeler un peu plus individuellement encore et de leur demander comment ça se passait à la maison, parce que pendant le confinement, vous l'avez sans doute vécu comme moi, ça a été très difficile de répartir la charge professionnelle, la charge personnelle, la charge familiale, et éventuellement la charge aussi répit. Et donc la répartition des tâches dans le couple, qu'on ait 1, 2, 3 ou 4 enfants, va être totalement différente. Donc pour préparer cet épisode, j'ai été voir un peu les sondages de friction à propos de ce sujet-là. Et visiblement, il y a quand même 2/3 des couples qui ont des discussions, voire des disputes au sujet de la répartition des tâches domestiques. Et quand l'adulte devient justement un parent, ça veut dire qu'à la naissance de l'enfant, il va y avoir d'autant plus de raisons de s'agacer, de se rendre compte que la répartition n'était peut-être pas équilibrée avant la naissance de l'enfant, parce qu'on a des sensations décuplées, on est fatigué, on a du doute constant avec la naissance de l'enfant, et ça va être une occasion de partir au baby clash directement. Ça amplifie, je pense, les sensations d'injustice, les sensations de « mais j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout », les sensations de « lui, il ne fait pas comme je veux », et que visuellement, quand on s'occupe d'une chose dans la maison, parfois on se rend compte de tout ce qui reste encore à faire. Et cette sensation, elle peut se muer en émotion vraiment d'impuissance, de se dire « mais là, où est l'équilibre dans le nombre d'adultes dans cette maison ? Est-ce qu'on en fait autant ? Est-ce que c'est juste ?
il y a un besoin d'équité qui semble ne pas être respecté. Donc on est dans plusieurs rayures de notre arc-en-ciel de besoins. On est à la fois dans une envie de justice, d'équité, on a envie d'équilibre et de réciprocité, mais en même temps, on a du mal à le communiquer, on a du mal à le verbaliser et on pourrait glisser vers une interprétation, et je vais vous alerter là-dedans dans l'épisode aussi, sur le fait qu'on traduise ça en manque d'amour ou manque de respect. Donc la notion des tâches ménagères, elle pourrait aller à des conclusions hâtives, à des interprétations, parce qu'on ne maîtrise pas bien la communication. Moi la première, je ne vais pas m'improviser experte ici, mais dans notre façon de parler aux coparents, dans notre façon d'amener les discussions, on est parfois tellement à cran, on est déjà tellement enflammé dans notre propre cheminée, qu'on a du mal à avoir une relation apaisée à la discussion autour des tâches ménagères. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui et puis on va parler aussi de l'équilibre de l'éducation des enfants. Donc j'ai noté 4 petits éléments, 4 petits facteurs qui vont jouer sur le combo du blocage autour de la répartition dans le couple. Donc ça peut jouer sur l'intensité de la répartition des tâches ménagères. Le premier angle, c'est est-ce qu'on allaite ou non ? Parce que là, pour le coup, autant l'enfant a besoin d'alimentation, on est tous d'accord là-dessus, autant le fait que la maman allaite va déséquilibrer de facto la colonne, ce que fait maman, ce que fait papa. Donc ça, c'est un premier angle. Et si on ne l'a pas anticipé avant la naissance, on peut se retrouver face à cette question de se dire « Mais attends là, est-ce que tu as bien compris que je passais quasiment la moitié de ma journée à allaiter et que pendant ce temps, rien n'avançait ?» Donc je pose ça là parce que c'est primordial. Toutes les mamans avec qui j'ai discuté et qui ont allaité ont eu un jour cette sensation de « mais rien n'avance pendant que j'allaite, c'est très compliqué de faire et l'allaitement et autre chose en même temps ». Bon après on est obligé, on se coordonne comme on peut, mais au début, voir qu'on peut allaiter et faire autre chose, soit on n'en a pas la force, parce que c'est nouveau, soit on n'en a pas l'envie, parce qu'on est fatigué, et qu'on se dit encore en plus, déjà moi j'allaite, c'est déjà un gros chapitre, donc est-ce que en contrepartie, il pourrait y avoir d'autres choses qui avancent sans moi ? Donc toutes ces pensées étincelles là que je lance là, vous les avez peut-être déjà pensées, vous les avez peut-être déjà ressenties, donc mettez-les de côté parce qu'on va pouvoir les retravailler, vous allez pouvoir les explorer vers quels besoins elles vous emmènent, vers peut-être un besoin d'équité et de réciprocité. Le deuxième facteur qui va jouer dans le combo notre couple risque d'être en dispute à propos de ce sujet-là, c'est l'activité professionnelle des deux personnes. Si la maman a pris un congé long, donc un congé maternité, plus des RTT, plus peut-être des jours qu'elle avait pris d'avance, il va y avoir aussi un déséquilibre sur cette notion-là. Si la maman reprend le travail, peut-être que la discussion va être plus rapide, parce que là, la reprise du travail veut dire comment on s'organise pour les allers-retours avec l'enfant, chez l'assistante maternelle, à la crèche, etc. Mais quand la maman ne reprend pas le travail, il peut y avoir une induction, peut-être un truc implicite, comme quoi, comme elle ne reprend pas le travail, elle va pouvoir avoir du temps pour les tâches domestiques, pour les tâches éducatives et prendre une grosse partie du temps. Donc ça, c'est un deuxième angle à voir aussi dans votre équilibre de couple. Est-ce que l'activité professionnelle a été bien mise sur la table, verbalisée, que rester à la maison pour s'occuper de l'enfant n'est pas une tâche professionnelle, mais une tâche à temps plein quand même. Donc, je pose ça et on y reviendra tout à l'heure. Troisième élément sur la répartition des tâches dans le couple, quels sont les horaires qu'on peut dégager chacun de notre côté en fonction peut-être des horaires de travail. Si le coparent a des horaires décalés, si le coparent est en déplacement régulièrement, si le coparent a un mois où vraiment au travail on ne le voit presque plus, comment est-ce qu'on va faire pour équilibrer les tâches si par principe le coparent, donc là je vais mettre le papa, pense que son travail à ce moment-là est plus urgent, plus important que ce qui se passe à la maison. Donc vous voyez, on est dans de l'interprétation, on est dans de la communication. Peut-être que le papa se dit, c'est important pour moi de faire ce dossier, de boucler ce travail, d'aller en déplacement, de faire ce voyage.
tout à fait, sur son arc-en-ciel de besoins, il n'y a aucun doute, c'est légitime, mais il va y avoir un impact, il va y avoir des conséquences sur l'interprétation de la maman à la maison avec l'enfant ou avec les enfants. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu suffisamment de dialogue pour qu'il y ait une contrepartie en disant ce mois-ci, je vais quasiment rentrer tous les soirs à 23h, mais du coup, je prends tous les week-ends en charge les enfants pour que toi, tu te détendes, de remettre un système d'équilibre et d'équité et de réciprocité en fonction de l'activité professionnelle du coparent. Et puis, le dernier point sur le risque de combo de baby clash à cause de ça, c'est le nombre d'enfants qu'il y a déjà à la maison. Le nombre d'enfants va jouer sur le nombre de responsabilités à avoir, puisque si vous avez un enfant de 8 ans, il va y avoir peut-être un accompagnement scolaire à prévoir, voir ses devoirs, une activité sportive, les allers-retours. Si vous avez 2 jeunes enfants, il va peut-être y avoir une sécurisation de la maison à faire, un accompagnement verbal, un accompagnement à la continence, peut-être des allers-retours dans 2 établissements différents, et la crèche et l'école élémentaire, ou et la crèche et l'assistante maternelle et la maternelle. Donc en fonction de votre nombre d'enfants, si vous avez un ado à la maison, ça va aussi jouer sur la répartition des tâches. Donc le nombre d'enfants est le 4e facteur pour moi d'observation de votre système de répartition. Une fois posés ces 4 éléments-là, vous avez vu qu'il y a déjà beaucoup de choses à mettre sur la table. Comment j'en suis arrivée à ces 4 facteurs-là? C'est que quand j'ai rencontré Michael, donc je n'avais jamais eu de système de répartition des tâches dans la maison. J'avais vécu principalement seule avec ma grande fille. Et que quand Sienna est née, donc en 2018, j'ai pris tout en charge. Tranquillement, j'ai pris absolument toutes les tâches liées à Sienna et à la maison en charge parce que j'ai traduit que comme j'avais pris un congé parental, j'allais pouvoir prendre en compte et en charge quasiment tout ce qui concernait l'enfant et la maison, puisque j'étais à la maison. Donc cette petite interprétation tout à l'heure, ce petit fil de l'activité professionnelle de la femme, notez bien que la société, l'héritage patriarcal, l'héritage comme quoi la femme à la maison peut s'occuper de tout, puisque justement elle ne travaille pas, est encore tellement présent que même si on a été sensibilisé au domaine de la petite enfance, même si on a été sensibilisé à l'égalité des chances et à l'égalité dans le couple, à l'égalité des genres, à l'égalité des sexes, on peut se retrouver en postpartum à se dire comme je suis à la maison, je vais tout faire. Comme je suis à la maison, je vais m'occuper des repas, je vais m'occuper du rangement, je vais m'occuper du ménage, je vais m'occuper des courses, des papiers, de l'éducation des enfants, de prévoir les habits, de prévoir les vacances, de prévoir les sorties. Et vous imaginez qu'on arrive directement dans le dossier charge mentale. L'accouchement étant fait pour passer à une étape différente de notre vie, passer d'un nombre d'avant à un nombre d'après. Normalement, on arrive avec un +1, parfois avec un +2 ou un +3, suivant votre grossesse. Et il y a tout à remettre en place. Et la remise en place, elle va passer par beaucoup de dialogue, vous vous en doutez, mais elle va passer surtout par une prise de conscience de tout ce qu'il y a à faire. Donc dans les pistes tout à l'heure, on va arriver sur comment répartir la charge mentale et comment répartir les tâches domestiques dans le couple. Donc pourquoi c'est important de s'occuper de tout ça? Moi j'ai vu que ça avait tout de suite mis une sorte d'amertume, une sorte de déséquilibre, mais de mois à mois, c'est que je ressentais une frustration, je ressentais une amertume parce que je n'avais pas vraiment imaginé que la répartition allait se faire aussi vite. Alors que c'est moi qui ai pris en charge toutes ces tâches. Il ne m'a rien demandé, personne n'a dit c'est à toi de tout faire. Je me suis moi-même mis dans ma colonne de faire tout ça. Donc le déséquilibre, il est parfois créé directement par la femme en elle-même qui pense que c'est à elle de tout faire. Donc là, je vais marquer un tout petit temps de pause pour que vous puissiez regarder si vous vous êtes dit ça, que c'était à vous de faire ça. Est-ce que c'était à vous de tout faire ? Parce que ça m'a paru très important à un moment en 2019 de me dire « mais c'est moi qui me suis chargée toute seule ». Personne ne m'a rien dit. J'ai considéré que c'était à moi de le faire. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on va pouvoir agir, mais la prise de conscience, elle est importante parce qu'elle crée déjà une sorte d'éloignement avec le coparent. On se dit « je vais le faire ». Et puis après, on se dit « c'est moi qui l'ai fait, évidemment, puisque lui, il n'est pas là, il ne l'a pas fait ».
Et ensuite, on va ressasser, on va réduire finalement peut-être la confiance qu'on avait en l'autre de prendre en charge les problèmes, sauf que l'autre n'avait pas forcément vu le problème puisqu'on ne l'a pas non plus exprimé. Et donc ça va baisser la confiance qu'on a en l'autre, en notre couple, et ça va aussi baisser notre estime de nous, puisque plus on se met de dossiers à régler, plus la fatigue est là, et déjà qu'il y avait une fatigue postpartum, on se retrouve avec une fatigue postpartum plus une fatigue organisationnelle, une fatigue de charge mentale, de charge parentale, de charge éducationnelle aussi, et je vais vous rajouter la charge émotionnelle. Donc tout ça, ça fait un magnifique combo. Qu'on ait repris le travail, on amplifie encore plus. Qu'on ait plusieurs enfants à la maison, on amplifie encore plus. Qu'il y ait quelqu'un dans le couple qui ait des horaires décalés, on amplifie encore plus. Et si on allaite, on amplifie encore plus puisqu'il y a le problème de tir-allaitement, de location, de réfrigération, de quantité, de stress. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à allaiter et reprendre le travail? Donc ces 4 facteurs-là, ils vont vraiment être une bombe à retardement dans la répartition des tâches du couple. Les obstacles principaux, c'est qu'il y a toutes les injonctions de la société dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au fait que la femme soit évidemment très compétente pour tenir une maison. Ça a été diffusé pendant quand même des dizaines d'années. Nos grands-mères l'ont vécu, nos mères l'ont vécu en partie. Et depuis 10 ans, on peut imaginer avec pas mal de mouvements féministes que ça vienne à l'ordre du jour. Il y a beaucoup de pères qui prennent en charge certaines choses, on va dire spontanément, ou en tout cas plus naturellement que les générations précédentes, mais on a quand même un lourd bagage de répartition juste par rapport au genre, juste par rapport au sexe de naissance. Et de se dire, l'homme est aussi capable que nous de faire absolument toutes les tâches de la maison, toutes les tâches éducatives, toutes les tâches logistiques et toutes les tâches ménagères, à part tirer son lait. Tout le reste, l'homme est capable de le faire de manière fonctionnelle. Il a un cerveau, il a des mains, il a un emploi du temps, il peut s'organiser. C'est difficile à entendre parce que certaines mamans dans mon dispositif des moins de 3 ans arrivaient en entretien et quand je leur disais « mais le papa il peut s'occuper de ça aussi », elles me disaient « ah non, c'est pas du tout, ça se fait pas chez nous ». Et quelle que soit la culture d'origine, quelle que soit la religion d'origine, parce que j'avais la chance dans le REP+, de côtoyer plusieurs pays d'origine, plusieurs cultures, plusieurs façons de faire, plusieurs manières d'éduquer, plusieurs religions, mais ça se rejoignait sur ce point-là que les mamans qui me confiaient être épuisées, les mamans qui me confiaient ne pas savoir comment faire plus parce qu'elles avaient l'impression d'en faire déjà trop, cette notion du plus et du trop, vous pouvez aussi évaluer dans votre cœur où vous en êtes. Est-ce que vous en êtes déjà dans cette impression de trop ou est-ce que vous en êtes juste dans l'impression de plus? Les mamans qui arrivaient parfois en entretien au bureau se mettaient à pleurer, se mettaient à craquer en disant « mais j'en fais tellement trop que je ne sais même plus ce que je fais pour moi ». Je laisse passer la maison avant moi, je laisse passer les enfants avec moi, je laisse passer même la relation de couple avant, et moi je ne suis plus du tout dans les listes de choses à faire. Donc on en vient à l'épisode dont je vous ai parlé la dernière fois, sur s'accorder du temps pour soi. Ça passe aussi par cette notion que si on ne rééquilibre pas les tâches par rapport aux coparents, nous, émotionnellement, on n'arrive pas non plus à se sentir bien. Ça passe par l'extérieur à un moment. Donc voilà le premier obstacle pour la répartition des tâches dans le couple. Le deuxième obstacle, c'est que on a l'impression que l'autre peut comprendre ce qu'on ressent. Je vous en parle souvent dans les Room Clubhouse, on en parle souvent aussi en privé avec les clientes. Cette sensation, cette impression qu'on fait déjà assez, qu'on fait déjà trop, ça nous appartient, c'est à l'intérieur de nous. Ce sont vraiment des pensées, tout ça c'est subjectif. Et la difficulté, c'est que ce discours intérieur qu'on a personnellement, donc là je vais parler en tant que maman, on est familière avec, parce que nous on vit avec et on se dit bon ça je vais encore le faire, ça c'est encore moi qui vais encore le faire, et puis si je prends pas le rendez-vous chez le médecin ce sera pas fait, et puis la petite ses chaussures sont trop petites, je vais aller en chercher d'autres, et puis ça traîne dans le garage, je vais le mettre en vente sur Marketplace, et en fait on se charge toute seule d'injonctions de il faut, de je dois, de c'est à moi de faire, et on se dit aussi je vais le faire comme ça ira plus vite.
Donc on repousse la discussion avec le coparent, on repousse la discussion avec l'autre en se disant « je vais le faire moi-même, je vais le faire quand même ». Donc on est en train quelque part de se dire non à nous en disant « je me refuse de me reposer, je me refuse de m'accorder ce temps de répit parce qu'il y a tant à faire ». Donc cette notion du tant à faire, on va aller vers les solutions après, mais c'est un discours intérieur qu'on a peut-être gardé depuis des années et des années. J'ai vu aussi, en travaillant sur moi, que je le reproduisais dans tous mes domaines de vie, que ce soit à l'école, donc professionnellement, que ce soit associatif, que ce soit familial. J'ai toujours l'impression d'avoir plus à faire, de ne pas en faire assez, de ne pas aller assez loin dans ce que je fais déjà. Ce qui est complètement une perception. Ça n'a rien de réel. Mais quand on devient maman, ou même quand vous devenez, quand vous arrivez à votre nouveau poste, vous vous dites « je vais faire tout ce qu'il y a à faire », non seulement pour me sentir satisfaite, peut-être pour me sentir légitime, pour me sentir être une bonne mère ou une bonne professionnelle. En réalité, c'est nous qui avons rempli une partie de la fiche de poste avec des rajouts, avec des astérisques. En bas, personne ne nous avait demandé d'avoir une maison propre à 100%. Personne ne nous a demandé d'avoir des enfants bien coiffés, bien lavés tous les jours. Personne ne nous a demandé d'être la parfaite hôtesse. Et là, je vous renvoie à la série Desperate Housewives où tout était parfait chez certaines d'entre elles. Et ces injonctions, on les a intégrées, on les a gardées. On s'est peut-être fait des idées aussi quand on a eu notre premier enfant en se disant que c'était possible de tenir tout à la fois, de tenir la maison, la compta, la paperasse, le couple, la vie perso. On a cru que c'était possible de faire tout parfaitement. Donc on va re-questionner ce mot de parfaitement, ce mot de répartition. Parce que cette répartition, là, elle est de nous à nous. Et en fait, on devient notre propre bourreau. On devient notre propre juge et on est en train de se dire tu n'en fais pas assez, tu pourrais en faire plus, tu n'as pas pensé à racheter des couches, tu n'as pas pensé à ceci. Et on est en train de se faire un petit couple intérieur de jugement de nous-mêmes, de la mère qu'on est, de la mère qu'on devrait être, de la mère qu'on aurait pu être. Et on ressasse le passé, le présent, le futur. Et on est dans un jugement complètement permanent. Et celles qui ont reçu la newsletter vont savoir que je parle de Léopold, là, Léopold qui nous raconte sa vie toute la journée dans notre tête. Et ce Léopold-là, il nous rend pas service dans la répartition des tâches du tout. Parce que lui, il va pointer tout ce qui reste à faire. Ce que visuellement, on ne peut pas non plus manquer de voir. Parce que moi, je me souviens être en train d'allaiter Siana et me dire « Bon, le linge n'est pas plié, la vaisselle n'est pas faite, je n'ai pas pris le rendez-vous chez le médecin, la grande, il faut que je lui achète son livre pour le collège. » Et en fait, je faisais une liste de tout ce qui n'était pas fait. Je faisais une liste qui forcément allait m'emmener vers une flamme de frustration dans ma cheminée des émotions. Puisque je voyais tout ce qui n'avait pas été fait au lieu de voir tout ce que j'avais réussi à faire. Donc ce qu'on travaille maintenant avec les mamans, c'est reformuler aussi toutes nos flammes qui sont déjà là, positives, de gratitude. On est en train de s'occuper du bébé, on est en train de construire un petit être en équilibre, on est en train de lui donner le meilleur de nous-mêmes, on est en train d'appliquer des choix qu'on a voulu, peut-être l'allaitement, peut-être le fait de le porter, de s'être arrêté. Donc de voir aussi les bons côtés de ce qu'on a déjà fait, de faire un peu la did list, au lieu de faire la to-do list, on fait la did list de choses qu'on a bien réussi dans notre journée. Sauf que notre cerveau, il va plutôt vers ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a fait. Donc c'est une sorte d'exercice sportif de ramener notre cerveau, de ramener notre Léopold en lui disant « Hey, t'es gentil Léopold, mais j'ai déjà fait pas mal de choses aujourd'hui. Et si vous faites votre did list, depuis que vous êtes levé ce matin, vous avez fait vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et comme on disait la semaine dernière, pour récupérer du temps, il faut juste vérifier que ce qu'on a fait était prioritaire, que ce qu'on a fait était urgent pour nous, que ça nourrit vraiment nos besoins aussi à nous, et pas seulement ceux du bébé, ceux de l'enfant, ceux du conjoint. Donc, je mixe un peu les deux épisodes, mais vous voyez qu'ils se répondent. Celui de la semaine dernière, comment prendre du temps pour soi. À un moment, pour prendre du temps pour soi, il va falloir répartir. Et pour répartir, il va falloir prendre conscience de tout ce qu'on fait nous et qu'on aurait pu déléguer à quelqu'un d'autre.
Le troisième obstacle que je vois aussi sur la façon de répartir les tâches dans le couple, c'est notre mode de fonctionnement à l'oral, c'est notre mode de communication avant l'arrivée de l'enfant. Quand on s'est mis en couple avec cette personne-là, quand on a défini nos règles, nos principes, ça peut faire longtemps qu'on est ensemble, ça peut être récent. J'ai une dame aussi avec qui j'avais fait un entretien qui m'a dit moi ça faisait 12 ans que j'étais en couple, donc on avait vraiment une bonne habitude de communication de chacun, de ses émotions, de ses besoins, et c'est ça qui nous a sauvés du baby clash. C'est ça qui nous a permis de communiquer après l'arrivée du premier enfant. Parce que cette communication, elle va être tellement importante pour ne pas laisser le vase de frustration se remplir, pour ne pas laisser l'accumulation de c'est moi qui fais et l'amertume qui vient avec cette impression que c'est moi qui fais tout, parce que l'autre en face peut avoir exactement la même impression. L'autre en face peut se dire moi je vais au travail, je ramène de l'argent, je suis à son écoute, j'essaye de l'entendre, j'essaye de comprendre, mais elle bloque parce que elle n'est pas non plus trop dans le partage, parce que finalement la maman qui n'est plus dans le partage, elle a presque renoncé à partager. Donc ça peut être des épisodes que vous avez vécus, j'espère que ce ne sera pas des épisodes que vous allez vivre, mais dans les mamans qui venaient à l'école, elles me disaient on a très peu de moments où on communique vraiment sur l'organisation de la maison. La plupart du temps, on communique vraiment sur les choses ponctuelles du genre on part en vacances du tel hôtel, on prend les billets du tel hôtel. C'était de la logistique, mais c'était pas de la logistique émotionnelle du genre comment je me sens quand je fais ça toute la semaine. Il y a des mamans qui m'expliquaient que le mercredi, elles faisaient 4 allers-retours parce que le grand avait basket, le petit avait natation et la grande, elle allait au skate. Et c'était la maman qui faisait tous les allers-retours le mercredi. Et donc, le mercredi soir, on peut imaginer l'état de la maman de faire les allers-retours si, en contrepartie, elle n'a pas l'impression que des choses ont avancé pendant qu'elle faisait ces allers-retours. Donc il va y avoir beaucoup d'indices, beaucoup de choses à mettre en place sur mesure, puisque chaque famille, chaque couple, chaque mode de communication est déjà différent. Mais sur ce troisième obstacle de la communication, je vous invite peut-être à réécouter l'épisode 27 où on parlait de comment dialoguer dans le couple, comment exprimer ce dont on a vraiment besoin, parce qu'une fois qu'on a identifié, nous, qu'on a besoin de tel ou tel renfort, de tel ou tel soutien, de telle en telle prise en charge, on va pouvoir ensuite l'exprimer aux coparents, l'exprimer à l'autre, l'exprimer peut-être à une tierce personne qui va nous relayer, à qui on va pouvoir déléguer, comme on en parlait la semaine dernière, mais de se dire la communication, à un moment du processus de répartition des tâches, elle va être nécessaire. L'autre ne peut pas comprendre en face ce qui se passe dans notre cœur, dans notre cheminée des émotions, dans notre arc-en-ciel de besoins, dans notre système de pensée. On a beau vivre avec cette personne depuis plusieurs années, on a beau avoir fait un enfant avec cette personne, il ou elle ne peut pas deviner ce qui se passe dans notre cerveau. Elle ne peut pas deviner ce dont on a précisément besoin. Elle peut avoir une idée. Je pense qu'un jeune papa se dit « ma femme est fatiguée, évidemment c'est difficile pour elle ». Mais ça reste une notion très abstraite. De quoi aurait besoin cette maman pour se sentir soutenue? Est-ce qu'elle aurait besoin d'écoute? Est-ce qu'elle aurait besoin de silence? Est-ce qu'elle aurait besoin de ressourcement ailleurs? Est-ce qu'elle aurait besoin d'une aide, d'une formation, d'une sortie, quelque chose qui la libère de cette sensation d'impuissance et de hamster dans sa roue qui chaque matin se lève, habille l'enfant, nourrit l'enfant, emmène l'enfant, revient, tâche ménagère. Et cette roue, elle a l'air sans fin, comme le film du même nom. Ça a vraiment l'impression d'être un jour sans fin. J'ai vécu cette sensation quand Sienna avait 9 mois. Et je me suis dit, mais ma vie, c'est un enchaînement d'allaitement, de rangement, de sortie, d'allaitement, de rangement, de sortie. Pourtant, on a beau le savoir, on a beau l'avoir lu, on a beau être sensibilisé, parce que moi, j'ai côtoyé des mamans pendant 15 ans, j'aurais dû être sensibilisée à cette notion-là. Mais quand on la vit pour le premier enfant, quand on la vit pour le deuxième enfant, et puis on peut parler aussi d'histoires de couple qui se changent avec le temps. Ça peut être une recomposition familiale, il y a peut-être eu un déménagement entre-temps. Tout ça, c'est une notion d'équilibre à remettre en place à chaque nouvelle relation, à chaque nouvel enfant.
et ne pas partir sur « bon, on va faire comme d'habitude ». En fait, on ne peut pas faire comme d'habitude quand il y a un nouvel enfant qui arrive dans la famille. Ça va bouger la façon de communiquer, ça va bouger la façon de s'organiser, de dormir, de manger, de passer nos week-ends. Et ça me paraît assez utopique de dire qu'un enfant ne va pas changer la répartition des tâches dans le couple. Pourtant, certains hommes, visiblement, d'après les témoignages que j'avais en classe, pensaient que l'arrivée d'un nouvel enfant n'allait rien changer dans leur quotidien à eux. Que ça allait être la mère qui allait rajouter une colonne, on ne sait pas, de façon magique. Elle va sans doute retrouver 24 heures de temps dans une journée qui n'en fait déjà que 24. Peut-être que c'est des petits points de conscience que vous aviez déjà et que certaines de mes phrases, certaines de mes mots vont amplifier, vont développer. Mais cette notion du dialogue dans le couple, cette notion de l'écoute de l'autre, elle ne peut se faire que si la maman ouvre la porte. Elle ne peut se faire que si la maman arrête de tout faire. Elle ne peut se faire que si la maman exprime ses besoins, ses émotions et formule une demande aux coparents, une proposition aux coparents qu'il sera libre d'argumenter à son tour, qu'il sera libre de refuser éventuellement. Mais par principe, il me semble, et avant de faire de la communication non violente, j'ai vraiment vu que c'est ce que je faisais, que je prenais d'office tout en charge des besoins de ma fille, la petite et la grande du coup, d'autant plus que pour ma part, la grande n'était pas sa fille à lui, donc je me sentais obligée, vraiment, de manière inconsciente, de m'occuper des 2 filles et de la maison, et éventuellement du fait d'aller reprendre le travail prochainement, de manière totale, de manière absolue, alors qu'il n'y avait rien de spécifié, d'explicité dans ce sens. J'avais décidé d'aller à cette conclusion seule. Je m'étais raconté cette histoire seule, que je devais tout faire. Donc peut-être que vous l'avez vécu, peut-être que vous allez le vivre, mais demandez-vous, est-ce que c'est pas moi qui me suis mis tout ça sur ma colonne à moi? Est-ce que je ne me suis pas imposé d'office de m'occuper des vêtements, de la nourriture, des sorties, du matériel à acheter pour son éducation, de l'administratif? Est-ce que je n'ai pas pris spontanément trop de choses à ma charge? Et une fois qu'on se rend compte de tout ce qu'on a pris sur notre colonne à nous, au lieu d'être aigri du coup et au lieu de se sentir impuissante, on va pouvoir redéfinir de quoi on a besoin. Comment on pourrait discuter avec le coparent pour lui exprimer notre flamme d'émotion, peut-être notre flamme de tristesse ou notre flamme de colère, suivant ce que vous allez ressentir. Si vous pensez que c'est injuste, vous allez plutôt aller scanner votre flamme de colère, comme on le fait dans le parcours Émotisaine en ce moment. Soit ça vous rend triste et vous allez pouvoir explorer à quel point vous vous sentez triste, peut-être parce que vous vous racontez qu'il ne vous aime pas, il ne vous respecte pas parce qu'il ne prend pas en charge ça ou ça ou ça. Et tout ça, ce sont des pensées étincelles, ce n'est pas la réalité. L'autre en face ne pense peut-être pas du tout ça. L'autre en face est empêtré dans ses propres problèmes personnels, professionnels, peut-être que ça met à jour beaucoup de choses. Si je vous reparle de moi, là, Michael, c'est son premier enfant. Il n'a pas du tout le bagage émotionnel que j'ai en ayant élevé la grande pendant 12 ans toute seule. Quand la petite est née, j'avais un historique, en fait, sur la naissance d'un enfant. J'avais un passif sur la naissance d'un enfant. Vous, c'est peut-être votre premier enfant ensemble, ou peut-être que l'autre, le coparent, avait déjà des enfants avant de vous rencontrer. Tout ça, ça joue beaucoup sur qu'est-ce que c'est que devenir parent et organiser notre vie quotidienne avec la vie d'un enfant, avec l'arrivée d'un enfant. Tout est changé, on n'en parle pas tant que ça en préparation à la naissance, on parle beaucoup il va falloir se répartir, mais comment on fait pour se répartir? Quels sont les outils pour mieux communiquer? Comment est-ce qu'on exprime nos besoins à l'autre? Comment est-ce qu'on lui fait comprendre que là, on a accumulé tellement de choses de notre côté des tâches qu'on coule, on est sous l'eau. Et que finalement, notre capacité à encaisser devient problématique. D'autant plus que si on a pris en charge tout ça spontanément, on commence à avoir presque un jugement intérieur de se dire « mais
je vais plus lui demander maintenant parce que maintenant que j'ai commencé à tout faire, il va penser que je suis pas une bonne compagne ou penser que je suis pas une bonne mère ou penser que... Et tout ça, ça nous perturbe en fait. Tout ça, ça nous parasite. Toutes ces pensées, elles ne nous rendent pas service au quotidien. Parce que oser exprimer que ça ne va pas, oser demander de l'aide au partenaire, oser demander de l'aide à quelqu'un d'extérieur. Moi, je suis arrivée à la PMI en disant je n'en peux plus, je ne sais pas ce que je vis intérieurement. J'ai l'impression de devenir folle. J'ai l'impression que chaque jour, on me redonne une liste de tâches à faire, que chaque jour, je ne vois pas la sortie. J'étais entraînée dans un cycle de pensées et d'émotions désagréables. Je n'étais qu'une flamme de tristesse, de colère, de tristesse, de colère. J'alternais ces flammes-là. Je ne voyais plus la beauté d'être maman, je ne voyais plus la beauté d'allaiter, je ne voyais plus la beauté d'avoir réussi à mettre en place ce projet de naissance et tout ça. Ça ne me paraissait plus visible parce que j'étais enfermée dans des pensées de c'est moi qui fais tout, il ne fait pas assez, je suis fatiguée, l'allaitement c'est compliqué, au niveau professionnel je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais revenir. Toutes ces pensées-là qu'on rumine toutes seules, il va falloir trouver un moment pour les déposer. Les déposer avec un professionnel, les déposer dans un cercle de parole avec des amis, les déposer avec le partenaire si on se sent capable, les déposer dans un lieu médical peut-être, mais sortir de cette chaîne infinie, en quelque sorte, de je fais tout à la maison, c'est moi qui dois tout faire. Donc repérez dans votre système de pensée, de croyance, est-ce que vous vous dites que c'est à vous de faire tout ça? Est-ce que ça vous paraît possible de déléguer au partenaire des choses? Et comment on va déléguer avec lui? Voilà les obstacles qui nous empêchent de faire une répartition spontanée des tâches à la maison. Alors, si ce n'est pas du tout votre cas et si vous aviez préparé tout ça en amont avant la naissance, félicitations, bravo d'avoir anticipé toutes ces notions-là. Et j'avoue que moi, même en tant que professionnelle, j'imaginais pas à quel point j'allais me laisser enfermer dans ce cycle de je fais tout, je ne me plains pas, c'est ça être mère, j'ai voulu cet enfant, je me suis mis en congé parental, c'est à moi de faire. Qui est très enfermant, hein, qui est vraiment... et je comprends tellement du coup les mères qui sont au bord du burn-out parental, au bord du burn-out maternel, au bord de l'épuisement, parce que nos pensées, finalement, créent cette impression de jour sans fin, créent cette impression de Léopold ne voit que le négatif, je ne vois plus de positif, je ne sais même pas comment sortir de ça et demander de l'aide à l'extérieur. Donc si vous avez cet instinct de survie de vous dire notre organisation est bancale, appelez quelqu'un, appelez la PMI, appelez un professionnel, envoyez-moi un message si vous avez envie, mais sortez de cette impression de je fais tout, il ne fait rien, on va droit dans le mur. Et franchement, j'ai été droit dans le mur quand je suis arrivée à la PMI. La dame, elle a dû se dire « Ouh là là, c'est pas terrible ». Bon, je vous raconterai un autre jour comment ça s'est fini. Mais là, on va rester sur la notion de la répartition. Donc, comment on installe une bonne répartition dans le couple? Parce que c'est quand même un peu le but. Au-delà de la communication, donc je vous renvoie vers l'épisode 27 sur la communication, l'épisode 41 aussi, qui parlait de mieux exprimer un petit peu ce qu'on a besoin et de répartir dans le couple des moments de qualité et des moments où on va vraiment se parler de cœur à cœur. Et puis dans l'épisode 56, vous aviez aussi toute une démonstration et une explicitation de qu'est-ce que c'est que l'écoute empathique. Donc l'écoute empathique, c'est ce qu'on aimerait finalement en tant que mère qui prend trop en charge de la part de notre partenaire. Donc l'écoute empathique, elle va aller dans les deux sens. C'est l'occasion de l'écouter peut-être à deux, cet épisode-là, pour voir comment vous arrivez à vous écouter chacun dans vos besoins, chacun dans vos émotions, chacun dans vos envies, dans vos projets. Et vous imaginez que Michael est un cobaye rêvé sur toutes ces façons de communiquer dans le couple. Donc comment on va faire? On va d'abord, premier point, auditer l'ensemble des tâches qu'il y a à faire dans la maison, dans l'éducation, dans la logistique. Ça paraît faramineux, mais comme vous étiez déjà en train de le faire sans le visualiser, sans le noter, sans le dater, sans le compter, ça va être l'occasion de vous poser peut-être un quart d'heure à deux et de lister tout ce qu'il y a à faire au niveau de la maison, au niveau des enfants, au niveau des démarches sociales, au niveau du professionnel, de faire une sorte de scan entier de ce que c'est qu'une vie avec 1, 2, 3, 4 enfants suivant votre configuration. Ensuite, vous allez exprimer vos choix de cœur, par exemple ce que vous voulez garder comme
action, ce qui vous paraît compatible avec votre emploi du temps, ce qui vous est facile à garder. Évidemment, pour l'allaitement, c'est un peu réglé, mais pour tout le reste, vous allez peut-être avoir vos choix. Peut-être que vous aimez vous occuper du jardin, peut-être que le conjoint va s'occuper de la vaisselle, peut-être que vous allez vous occuper des habits pour les enfants et que le conjoint va prendre en charge le ménage le samedi matin. Donc de commencer à répartir ce qui vous paraît facile. Et puis il y a des points sur la liste qui vont peut-être piquer un peu, qui vont peut-être être plus difficiles. Donc pour les derniers points sur la liste, comment trouver un compromis? Est-ce que c'est peut-être une fois sur 2 c'est toi? Ou peut-être qu'on le fait qu'une fois par mois, mais on essaye de caler ça le dernier dimanche du mois. Peut-être qu'il s'agit des impôts, de la paperasse, des rendez-vous médicaux. Mais qu'il y ait quelqu'un d'attaché à cette tâche de manière un petit peu visible, de manière un petit peu actée, un peu comme une charte ou un contrat, pour qu'on puisse éviter de refaire cette conversation tout le temps. Le but, c'est d'avoir un papier pour s'y référer, un support pour revenir vers cette décision, pour éviter que ça ressasse et que ça reprenne le mois suivant. Donc ça ne va pas être une conversation confortable, parce qu'on pourrait être tenté, à chaque fois qu'on évoque un sujet, de se dire « oui, parce que ça fait quand même 12 ans que je le fais ». Et ces petites phrases du passé, on peut essayer de les taire, si ça vous paraît possible, pour vraiment avoir comme objectif, à partir de maintenant, on met en place un système qui nous paraît plus juste, qui répond à notre besoin d'équité et de réciprocité, même si avant, on admet qu'on n'a pas été dans l'équilibre. À un moment, je sais que c'est difficile, parce que moi aussi, je lui reprochais constamment d'avoir tout fait, mais on va admettre qu'on a tout fait, ou on va admettre qu'on a fait trop, ou on va admettre qu'on n'a pas demandé de l'aide. Donc ça, c'est de nous à nous, c'est personnel, c'est nos braises dans nos cheminées. On peut le retravailler ensemble, on peut le retravailler seul avec une amie, avec un binôme. On en a parlé aussi dans l'écoute empathique. Trouver une amie pour qui vider votre sac sur tout ce que vous avez trop fait dans votre couple ou dans la famille. Mais là, c'est pas le moment. Le moment, c'est de trouver un accord avec le coparent pour voir à partir de maintenant comment on se répartit l'équilibre, la charge mentale, comment on s'organise pour que chacun puisse avoir des moments de qualité. Le but, c'est qu'on retrouve du temps ou même, je vais vous dire parce qu'on a utilisé pendant un moment une ardoise à la maison, on parlait de support tout à l'heure pour bien visualiser et verbaliser les résultats. À un moment, on a utilisé une ardoise à la maison où on mettait qui s'occupe de Siana et qui s'occupe de la maison. Ce qui nous permettait de voir les créneaux où on n'était pas de service. Et j'en étais arrivée à ce point-là d'épuisement que je voulais voir quel était le moment où je n'allais rien avoir à faire. Comme une bulle, vous voyez, une bulle imaginaire où, oh là là, jeudi soir, je serai libre à partir de 19h. Ce ne serait pas moi qui sera de service à partir de 19h. Donc c'est vraiment très émotionnel, c'est vraiment très intérieur. Cette sensation de dire à un moment de la semaine, à un moment de la journée, ce ne sera pas moi qui serai responsable ni de l'enfant, ni de la maison, ni de l'organisation, ni de la prise de décision. Et si vous en êtes, comme moi j'étais à l'époque, à ce point d'envie de respiration, c'était vraiment une envie de légèreté, une envie de plaisir, une envie d'apaisement, de ne pas être dans un contexte où je dois décider, prendre en charge, faire, décider, prendre en charge, faire. Parce que c'était un point où je finissais par enchaîner ces phases-là de décider, prendre en charge, faire, sans avoir de répit. On a besoin de répit dans notre semaine. Est-ce que vous avez dans votre semaine des moments où vous vous dites « là, je ne gère pas. Là, je ne suis pas là. » Un samedi après-midi peut-être. Un mardi soir. Est-ce qu'il y a un moment dans votre planning où ce n'est pas vous qui gérez la maison, l'éducation, les enfants, la logistique? J'espère que vous l'avez déjà mis en place. Si ce n'est pas le cas, posez-vous peut-être avec le coparent et évoquez d'abord, en exprimant ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez dans un monde idéal, comment ce serait pour vous. Peut-être que ça ouvrira la porte à une discussion sur prendre un prestataire pour le ménage, pourquoi pas. Prendre un prestataire pour les travaux,
que vous voyez s'accumuler et qui n'avancent pas. Prendre un mode de garde ponctuel, peut-être le mercredi matin, trouver un mode de garde pour que vous ayez un répit. Donc cette discussion, elle va se faire vraiment sur mesure avec votre mode de communication, de couple, le nombre d'enfants, l'activité professionnelle de chacun. Mais elle me paraît nécessaire pour continuer à co-construire. Parce que le risque, sinon, c'est que vous preniez tout en charge en tant que maman. Je vais plutôt m'adresser aux mamans là sur cette phrase parce que c'est souvent les mamans qui me confiaient ça. Et qu'à un moment, vous soyez tellement aigri que vous ne voyez l'autre que comme presque un déclencheur de votre colère. À chaque fois que vous voyez le coparent, le papa, vous avez cette pensée qui revient en disant « lui, il est tranquille, lui, il fait rien, c'est moi qui fais tout ». Et que, à force de vous répéter ça, vous pensiez que ce soit la vérité, que vous pensiez que ce soit la réalité. Et l'autre ne fait pas rien. L'autre fait des choses dans la maison, sauf qu'on ne les voit plus. L'autre fait des choses auprès des enfants, sauf qu'on ne les voit plus. Parce qu'on est tellement dans notre flamme d'agacement, de colère, de frustration, de peur, de tristesse ou de honte de ne pas y arriver à atteindre cet idéal qu'on s'est fixé, qu'on risque de reprocher à l'autre et de faire de l'autre le responsable de notre propre flamme. Je vous en parle souvent dans le podcast, et puis dans mes ateliers aussi et dans les rooms. L'autre n'est qu'un déclencheur. Quand l'autre ne fait pas la vaisselle, c'est pas que l'autre ne fait pas la vaisselle le problème. C'est que nous, on se raconte que c'est pas juste et que c'est toujours à nous de faire. Alors qu'on pourrait très bien débouler en disant « Écoute, chérie, là, j'ai passé une journée très très longue. Ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais faire la vaisselle, comme ça je me sentirais apaisée et j'aurais besoin de voir la cuisine un peu plus propre qu'elle n'est actuellement parce que là, je la vois dans cet état et ça me fait un peu de la peine. Est-ce que tu serais d'accord pour me donner un coup de main et faire la vaisselle, s'il te plaît ?» Donc la communication, c'est beaucoup de pratique. On fait beaucoup d'ateliers avec les mamans que j'accompagne sur cette manière de ne pas faire porter à l'autre nos émotions, de ne pas rendre l'autre responsable de ma frustration, de ma colère, de ma tristesse. Donc ça demande de la pratique, mais l'occasion de la discussion sur les tâches ménagères, c'est une occasion de s'exercer avec le coparent, avec le conjoint, pour voir comment on peut faire autrement. Comment on peut exprimer notre impression de déséquilibre, notre impression d'injustice dans le couple. Ça peut ne pas marcher dès la première fois parce que suivant la maturité émotionnelle du partenaire, ça peut aller dans le mur. Il y a des mamans à l'école qui m'ont dit j'ai essayé d'installer une discussion une fois avec mon mari autour des activités des enfants et ça n'a pas du tout marché parce qu'il m'a dit non mais ça c'est à toi de gérer. Les enfants ils sont petits, c'est toi qui t'en occupes. Comme s'il fallait avoir un âge pour commencer à faire sa part de père. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu autour de vous ou que vous vivez, auquel cas je suis désolée qu'il n'y ait pas une écoute à la hauteur de votre impression de collaboration, en quelque sorte, de contribution de chacun des parents à hauteur de l'investissement que vous aimeriez pour vos enfants. Mais j'ai l'impression qu'on va quand même vers un petit mieux dans la société au niveau de la prise en charge de tout ce qu'avoir un enfant englobe, et que avoir un enfant, évidemment, c'est pas que jouer au parc avec lui. C'est beaucoup de décisions, beaucoup d'achats, beaucoup de renoncements, beaucoup d'ajustements et de logistique, et que plus on parle au papa de nos émotions, de nos besoins, des activités qui ont une importance dans la suite de la semaine, du mois ou de l'année, plus le papa se sentira concerné, à l'écoute, et pourra agir, pourra intervenir et même se sentir compétent. Parce que parfois, quand je recevais les papas aussi en entretien, il y a des papas qui me disaient « mais elle ne me laisse pas faire, elle ne me laisse pas ma place. Moi aussi, j'aimerais m'occuper de mon enfant, moi aussi, j'aimerais faire. Mais elle me dit « non, je vais faire. » Donc, messieurs, continuez à demander, à accéder à l'organisation mentale de la maison, à l'organisation logistique et éducationnelle de vos enfants. Mais mesdames, et je m'inclus, puisque moi aussi je ne me suis pas écoutée en 2018 là-dessus, laissez la place au papa. Oui, il fera pas pareil. Oui, au début, il va y avoir des couacs. Oui, au début, la coiffure de l'enfant, le choix des vêtements sera approximatif, aléatoire, créatif. Mais au bout d'un moment, il va faire son expérience. Au bout d'un moment, il va agir, il va devenir, il va prendre sa place. Parfois, c'est nous, en tant que maman, qui
repoussons un petit peu le moment où on va transférer l'autorité. Alors que l'autorité, on a tout à y gagner à ce que le papa prenne sa place très tôt. Non seulement le lien entre l'enfant et le papa, il va être très fort plus vite si on lui laisse sa place. En plus, ça lui permettra d'être seul avec l'enfant beaucoup plus vite, puisque nous, on sera en confiance. On le saura compétent pour garder l'enfant tout un samedi si on va nous faire une sortie avec nos amis, avec nos parents. On va se sentir rassuré parce qu'on aura laissé au papa la place de s'exercer. Alors là, je parle de l'enfant, parce que ça fait quand même partie aussi de la charge mentale. Bon, j'imagine que vous avez un peu moins de doutes sur le fait de laisser la serpillière ou l'aspirateur ou les vitres ou le jardin au mari, mais le système est un peu le même de pensée. Ça veut dire pour que ça tourne bien, pour que la logistique s'harmonise, pour que ça se passe mieux dans l'absolu de notre couple, de notre famille, donc chacun va avoir ses propres règles, je dois laisser la place à l'autre. Je dois lui demander ce dont j'ai besoin. Il pourra dire oui, il pourra dire non, mais je dois ouvrir la conversation, parce que sinon je m'enferme dans ces « il n'y a que moi qui sais faire, donc je vais faire, mais si je fais tout, je suis épuisé. Si je suis épuisé, je suis dans une émotion désagréable, je fais vivre une ambiance un peu désagréable au reste, au lieu d'admettre que je peux me faire aider. Je peux me faire aider par des gens qui, au début, ne vont pas faire comme moi. Ça fait partie du jeu. Au début, il ne fera pas le ménage comme nous. Au début, il n'habillera pas l'enfant comme nous. Au début, il ne saura peut-être même pas où est le dentiste de l'enfant, ou l'école de l'enfant. Où on en rigolait récemment dans une room, il y a des papas qui arrivaient à l'école qui me disaient je viens chercher Sarah. Je fais monsieur, il n'y a pas de Sarah dans cette classe, ça doit être dans une autre classe. En fait, au début, les papas vont tâtonner parce qu'on ne leur a pas laissé faire. Et puis plus on va les laisser faire, plus ils vont peut-être déjà y prendre plaisir à s'intégrer à la vie du jeune enfant, à s'intégrer à la vie quotidienne, à expliquer ce qu'il a ressenti, de partager ce moment sportif, ce moment médical. La première fois que Michael est allé chez le médecin seul avec Siana, quand il est revenu, il fait « Waouh, c'est une sacrée expérience !» Je fais « Bah oui, mon chéri. Moi, je l'ai vécu beaucoup avec ma grande, quand j'étais seule avec ma grande. Mais laissons-les faire, les papas. Laissons-les essayer. Et pour les laisser essayer, il faut admettre qu'on ne peut pas être la personne ressource de tous les domaines. Il faut arriver à exprimer ce dont on a vraiment besoin. Il y a peut-être des choses qu'on va garder quand même parce qu'on aime le faire. Par exemple, il y a des mamans autour de moi qui adorent repasser. Mais très bien, si elles adorent repasser, elles vont continuer à repasser. Elles ne vont pas forcer leur conjoint à repasser parce que c'est leur besoin à elles de repasser. Mais il y a d'autres choses dans notre liste, dans notre audit, dans notre scan logistique qui vont pouvoir être déléguées. Et déléguer, c'est admettre qu'on va pouvoir prendre du temps pour nous. Enfin, et c'est ce qu'on voulait. On voulait prendre du temps pour nous. Donc, les 3 pistes que je vous ai proposées, vraiment d'exprimer nos choix, nos envies, nos besoins, de trouver des compromis pour les dossiers un peu plus pointus. Par exemple, l'administratif, les finances, la réservation. Est-ce que c'est toi cette fois-ci et la prochaine fois ce sera moi? Est-ce que c'est toujours toi? Est-ce que c'est toujours moi? Il y a des dossiers qui sont peut-être un peu plus brûlants dans votre couple que d'autres. Et ce support que vous allez laisser, on va admettre aussi qu'il peut y avoir de la souplesse. Parce que on peut imaginer que y a une grève de transport le vendredi et que vous aviez prévu de sortir au restaurant. Oui, mais tant que le coparent n'est pas rentré, vous êtes encore de service avec les enfants. C'est un peu comme à l'hôpital, il y a une relève de garde, tant que l'autre n'est pas arrivé, on va quand même patienter. Donc le système que vous allez mettre en place, la répartition des tâches, la logistique, on va quand même admettre une flexibilité. On va essayer d'exprimer au maximum que c'est important pour nous, cette sortie le vendredi soir, et que oui, il y a grève des transports, donc dans la mesure du possible, est-ce que tu peux quand même rentrer pour que je puisse aller voir mes amis ? Mais il y aura des imprévus, il y aura de l'incompressible, il y aura la réalité qui va interférer avec notre beau planning tout propre dans l'entrée. Je souris parce que c'était dans la newsletter de samedi dernier, l'idée d'un planning familial, l'idée de mettre en place des répartitions pour que même les enfants fassent une partie des tâches. Par exemple, Siana, elle peut emmener la poubelle jaune et vider les emballages dans la poubelle jaune. Il y a des petits points que vos enfants peuvent déjà faire. C'est libérer des tout petits points de charge mentale, c'est des ateliers de vie pratique, c'est aussi une philosophie d'intégrer les enfants aux tâches ménagères. Vous la voyez souvent en story.
étendre le linge avec moi, faire la poussière avec moi, faire le jardin avec moi. C'est une manière aussi d'apprendre. Et on rigole aussi parce qu'il y a 2 mamans qui ont des jeunes garçons dans Emotizen et on parle souvent de ça, de dire que leur jeune garçon, elle va leur expliquer très tôt que bien sûr un enfant garçon peut tout faire comme un enfant fille. Donc ça commence très jeune, ça commence vraiment de manière non genrée. Donc cette idée que pour avoir un peu de répit, on va demander à l'autre de prendre sa part, mais pour que l'autre prenne sa part, on va lui laisser une place. Et pour lui laisser une place, on va admettre que ce ne sera pas parfait, ce ne sera jamais parfait. On n'atteindra jamais l'idéal de la maison rangée, des enfants en parfaite santé, bien lavés, bien coiffés. Ça n'existe pas. Le planning va être approximatif. On va faire de notre mieux. On va faire à notre façon, on va faire à notre sauce. Et c'est pour ça qu'après, les regards des autres, on en parlait dans l'épisode aussi 40, le regard des autres, les avis des autres, on peut mettre ça complètement à distance. Ce qui nous intéresse là, c'est de trouver la bonne répartition avec le coparent, en fonction de notre nombre d'enfants, en fonction de nos horaires de travail, en fonction de nos choix d'éducation, de DME, d'allaitement, de motricité libre. Tout ça, ça va avoir un impact sur notre organisation individuelle et personnelle. Donc petit support comme vous voulez, ça peut être un tableau, ça peut être une ardoise, ça peut être un planning. Voyez aussi sur ce planning les moments où il n'y a rien, les moments où on va pouvoir se surprendre, peut-être proposer un jour où on a réservé la babysitter d'aller se faire un petit équil de couple, proposer aussi des moments de répit avec un seul des enfants, de voir que la charge mentale, elle s'installe d'autant plus qu'on ne nourrit pas les flammes agréables. Ça veut dire que la charge mentale, elle risque d'être en tâche de fond. Notre Léopold, il est toujours là. Des fois, il nous laisse un peu de répit, mais la plupart du temps, tant qu'on continue à ressasser des choses négatives, des émotions désagréables, en contrepartie, on n'arrive pas à augmenter nos flammes agréables, de gratitude, de satisfaction, de joie, de sérénité. Donc on peut aussi, en parallèle de cette logistique familiale, augmenter notre taux de bonheur dans le sang, augmenter nos flammes agréables dans notre cheminée des émotions, en voyant tout ce qui va bien, en voyant tout ce qu'on a réussi à faire, en voyant tout ce qui se passe bien dans notre journée avec nos enfants, au travail, avec notre conjoint, et de savourer avec gratitude que l'autre fait sa part, que l'autre collabore, que l'autre contribue, que l'autre co-construit la relation de couple, la relation familiale, la relation avec l'environnement proche, la maison, les vacances, le travail. Donc, en parallèle des discussions qui peuvent être un peu pénibles, je vous invite vraiment à mettre l'accent aussi sur tout ce qui va bien déjà, tout ce que vous avez déjà réussi à mettre en place. Ça peut atténuer aussi la sensation de ne faire jamais assez. Le dernier point pour conclure, c'est que avec Mathel, que vous avez entendu dans l'épisode 52, quand on a travaillé cet objectif qui au début n'était pas prioritaire mais qui s'est quand même inséré rapidement, comme je l'avais vu dans les entretiens avec les élèves de maternelle et les mamans des maternelles, de se dire c'est pas prioritaire la répartition des tâches dans le couple. Au début on voit vraiment ça comme l'enfant est prioritaire, tout ce qui va se passer autour de ses besoins à lui va être prioritaire, mais pour que l'enfant soit bien, pour que l'enfant soit équilibré, il a aussi besoin de voir que les parents sont des alliés. Et nous, en tant que maman, ou nous, en tant que papa, si vous êtes un papa, on a besoin aussi de sentir qu'on a un allié dans la maison. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'étais seule avec ma grande. C'est quelque chose que je savoure maintenant d'avoir un allié pour élever les filles. Quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un sur qui on peut se reposer, quelqu'un sur qui on peut rééquilibrer justement ce qu'on pense cette semaine-là, de dire écoute, cette semaine-là, je suis en retard pour telle ou telle chose, est-ce que tu peux prendre en charge ce point-là s'il te plaît, et la semaine prochaine c'est moi qui ferai. À chaque instant, on peut mettre à jour, à chaque instant, on peut travailler comme une équipe, vraiment comme un sport d'équipe, comme un duo, comme un binôme, et de voir l'autre comme mon égal, de voir l'autre comme compétent, c'est aussi lui laisser sa place. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce mot d'allié qui a fait vraiment sens quand j'ai vu que je n'arriverais pas à m'occuper seule de la maison, des enfants, de la logistique et que je devais demander de l'aide aux coparents. Je devais
communiquer en ce sens-là. Je devais accepter de ne pas pouvoir faire tout toute seule. Donc si c'est quelque chose que vous vivez en ce moment, je vous envoie plein d'amour et plein de possibilités. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on en rediscute. Je vais vous dire très honnêtement, toutes les mamans que j'ai accompagnées avec les petits plus zen, on a évoqué à un moment cette répartition des tâches dans le couple. C'est un objectif qui n'apparaît pas au début d'un accompagnement, mais il apparaît forcément sur 1 ou 2 séances en tâche de fond, tout simplement parce que pour que nous, on puisse prendre du temps de qualité avec nous, le coparent est la personne idéale à qui déléguer. C'est la première personne à qui on pourrait penser. Sauf que c'est installé peut-être 2 ou 3 éléments dont on a parlé dans l'épisode. En tout cas, contactez-moi si vous avez besoin de soutien dans ce sens-là. Pensez aussi à installer quelques temps de qualité en couple pour que les discussions ne tournent pas non plus que autour de la logistique, que vous puissiez aussi vous rapprocher émotionnellement, sentimentalement, peut-être physiquement aussi, parce que tout ça, ça contribue, encore une fois, à augmenter nos flammes agréables dans notre cheminée des émotions. Vous pouvez vous abonner au podcast et puis envoyer un petit message aussi sur Apple Podcast pour voir en quoi ces épisodes vous aident, en quoi ce podcast vous aide. Moi, j'ai envie de vous accompagner sur tous ces thèmes-là, sur n'importe laquelle des 5 offres, que ce soit le cercle parentalité, en scan ponctuel ou en suivi individuel. Choisissez vraiment l'offre qui vous convient pour retrouver un peu de sérénité pour vous, pour votre cheminée à vous et puis pour la vie de famille, avec votre partenaire de vie, avec vos enfants. Je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'organisation et de paix autour de ce temps, autour de vos flammes agréables et je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.